Je suis née il y a près de 3000 ans, bien avant que la France ne devienne la France. Je suis l'un des plus beaux ports qui bordent les eaux de la Méditerranée. Une ville-monde où viennent se réfugier tous les peuples de la Terre. Elle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde. Donc on s'y sent chez soi de fait. Qu'on soit arrivé hier ou il y a 100 ans. Ce port-là où arrivent les gens avec leur baluchon d'espoir. On n'a pas de statue de la liberté, mais on a la Canebière. Je suis une cité rebelle, fière de ma singularité. Ici, on dit même qu'on craint des gains, dans ma langue si particulière. Je crains des gains, ça veut dire je crains personne. Je tiens à te dire que je suis totalement différent de toi. Je suis peut-être un peu supérieur, ne m'en veux pas, c'est parce que je suis Marseillais. Ici, le football est roi. Et mes supporters rêvent toujours de gloire. Pour moi, si tu n'aimes pas le foot, tu n'es pas Marseillais. Quand l'homme gagne, alors, je passe une semaine et des jours, c'est magnifique. Pourtant, hein, il me rentre rien dans la poche, mais je suis heureux. Mais depuis longtemps, en raison de la violence des hommes, j'ai aussi mauvaise réputation. J'ai des amis parisiens qui m'ont dit « Tu vas aller à Marseille ?» Toi ? Oui, puis d'ailleurs j'y suis née. Tu es née à Marseille. À cette noirceur qui me colle à la peau, je vais répondre en faisant chanter et danser la France. Tout à coup, il y a eu des jeunes issus de la ville, des quartiers populaires, qui obtenaient une reconnaissance nationale. Faire le Sinjou, c'est devenu la carte d'identité marseillaise, quoi. Des fois, tu parles même plus, tu viens d'où, tu fais ça, c'est fini, ils savent. Voici mon histoire, que vont raconter ces Marseillais qui n'aiment rien autant que leur ville. C'est une ville où il faut avoir le cœur bien accroché. C'est une ville qui demande de l'énergie. Marseille, c'est un secret. Il faut arriver par la mer, parce que là, on voit une ville en or. C'est d'une beauté inimaginable. On m'a appelée Massalia la grecque, Marsillo la provençale. Et personne n'a jamais réussi à m'enchaîner. Je suis la plus vieille ville de France. Je suis Marseille. Les plus anciennes images filmées de mon vieux port datent de 1896, quand un opérateur de la Société des Frères Lumière a capturé pour la première fois cet endroit devenu mythique. C'était hier, et cela semble pourtant d'une époque si lointaine, quand l'homme allait encore à cheval, et que les premiers tramways faisaient leur apparition au tournant du siècle. À partir de l'invention du cinématographe, je vais ainsi devenir la ville la plus filmée du pays, après Paris. Les opérateurs sont notamment fascinés par le pont transbordeur, inauguré en 1905. Ce pont est un signal, monsieur. Chaque ville, chaque pays, ont des signaux. Véritable monument, devenu mon emblème, le pont situé à l'entrée de Macalanque permet de relier les deux rives du port grâce à une nacelle électrique. D'immenses pylônes sont reliés à 50 mètres au-dessus du sol par un tablier long de 240 mètres qui offre aux visiteurs audacieux une vue panoramique exceptionnelle. Des générations d'enfants marseillais
seront subjugués par l'incroyable machinerie de métal. Mes parents m'ont amené au Catalan et moi je ne voulais pas aller au Catalan avec le tram qui fait le tour ou alors aller à pied. Je voulais y aller avec le pont de transbordeur. Parce que le pont de transbordeur, pour moi, c'était une nouveauté. Je montais, je me mettais comme ça et on me transportait. Et j'arrivais de suite de l'autre côté. Je me souviens de l'eau qui défile dessous la plateforme. Et je suis accroché aux jambes de mon père. Mais c'était un moment merveilleux. Sur ces images, tournées par la société Pathé en 1906, on découvre la rue de la République, puis le nouveau port de la Joliette et ses bassins pour géants des mers. Le balai incessant de mes navires a toujours impressionné ceux qui sont passés un jour par ici. Comme l'écrivain Guy de Maupassant, quelques années plus tôt, en 1884. Dans le bassin de la Joliette, les lourds paquebots chauffent, couverts d'hommes qui les emplissent de marchandises. L'un d'eux se met tout à coup à pousser des mugissements. Une sorte de cri de bête qui sort du ventre fumant du monstre. Le vaste navire quitte son point d'attache, passe doucement au milieu de ses frères immobiles, et brusquement, il s'élance. Si la Joliette impressionne les voyageurs, c'est le vieux port qui est aujourd'hui devenu mon emblème, connu dans le monde entier. Car depuis ma fondation, il est le cœur vivant et vibrant de ce que les hommes ont inventé ici. Tout a commencé en 600 avant notre ère, pendant la période que les hommes dénommeront plus tard l'Antiquité. Ce sont des Grecs qui m'ont inventé, exactement ici, au bord de cette calanque, il y a maintenant plus de 2600 ans. C'était un temps ancien, où les Grecs avaient colonisé presque toute la côte méditerranéenne. Certains d'entre eux, installés à Phocée, en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, décidèrent de partir explorer la Méditerranée et de fonder de nouveaux comptoirs commerciaux, toujours plus à l'ouest. Lorsque les marins phocéens sont entrés dans ma calanque, ils ont certainement compris qu'ils venaient de découvrir un emplacement idéal. Il faut faire un peu preuve d'imagination pour retirer tous les immeubles autour de ce vieux port et d'imaginer ce que pouvait être ce spectacle géologique. C'était pas la peine d'être un immense navigateur pour voir là une situation d'abri extraordinaire dans une région connue pour la violence de son vent et de ses vents dominants, qu'ils soient des vents du sud ou les vents du nord, qu'on appelle le Mistral. Si cette calanque originelle était vierge de toute construction, ce n'est pas le cas de l'intérieur des terres. Les Grecs doivent d'abord veiller à ne pas entrer en conflit avec les Gaulois de la tribu des Ségobriges, présents dans l'arrière-pays. C'est là que la légende de ma fondation intervient, car de tout temps, les hommes ont aimé raconter de belles histoires à mon sujet. Marseille a une particularité, c'est qu'elle se fantasme autour d'un banquet primordial, le banquet de Gyptis et Protis. Donc c'est le beau marin grec Protis qui débarque le jour où la fille du roi Nan se marie, la belle Gyptis. Alors on dit beau et belle, mais on ne sait pas. Si ça se trouve c'est une cagole et lui c'était un cake, mais on ne sait pas. Et donc il y a ce mariage symbolique au cours duquel donc Gyptis tend une coupe au marin grec à l'étranger. Et Gyptis de choisir pour époux le marin grec Protis, à qui, en guise de dot, le roi gaulois concédera l'autorisation de fonder une cité grecque. Quand on était petit, la mairie de Marseille donnait des cahiers aux élèves dès que vous rentriez à l'école.
Et sur la 4e de couverture de ce cahier, il y avait la légende de Marseille qui était écrite. Donc on savait tous que Marseille avait quelque chose à voir quand même un peu avec l'Antiquité, avec la mythologie, que c'était une ville qui avait 2600 ans, que les filles, c'est elles qui choisissaient leur fiancé, et qu'elle avait choisi l'étranger. Et ça, il reste quelque chose de ça dans la tête, dans le cerveau, dans l'esprit de chaque Marseillais, quoi. Cette ancienneté du métissage, voire ce mythe fondateur de Marseille qui est un mythe de métissage, en fait, déjà. Moi, Massalia, ville grecque. Je suis donc née ici, sur la rive nord d'une calanque que mes fondateurs appelleront Lacidon, qui signifie source, pour raconter le miracle de cette terre en bord de mer, arrosée d'une source d'eau douce. Ma cité antique s'organise autour de l'actuel quartier du Panier, avec une acropole dédiée à mes premières protectrices, les déesses Athéna et Artémis. Cette rive nord de Marseille est le lieu où se concentre cette ville depuis sa fondation. Donc vous avez un millefeuille archéologique dans le quartier du Panier qui est absolument vertigineux, puisque vous avez 2600 ans d'histoire urbaine continue sous vos pieds. La part antique, la part archaïque de cette ville, elle est dans les corps, elle est dans les esprits aussi. Depuis mon enfance, la mer, ça va avec la mythologie, ça va avec Homère, ça va avec l'Iliade et l'Odyssée. Donc, la mer est régénératrice pour moi. Et en même temps, elle m'apporte l'histoire antique. C'est un peu notre richesse dans notre pauvreté. C'est notre ticket de liberté, en fait. Les mecs du sud, ils vont dans les calanques. Les mecs du nord, ils vont à l'Estac. Et les mecs du centre-ville, ils ont tout à corniche, quoi. Vous allez voir n'importe quel mec dans la rue qui a mon âge, et il a sauté de la corniche à la mer. Mais j'ai pas dit sauter du plus haut endroit de la corniche, mais sauter des rochers de la corniche, on l'a tous fait au moins une fois. Les gens me diront, ouais, mais c'est un malade, c'est un taré, il saute, mais le sentiment de liberté, la boule qu'il y a au ventre, tu sautes, tu atterris, tu as un souci en moi, c'est bon. Ça te permet d'évacuer. Les mômes qui se jettent dans l'eau au risque de leur vie, au risque du rocher, c'est une permanence depuis, je pense, des millénaires. Cette espèce d'insolence de se jeter dans les abysses comme ça et d'être beau, d'être comme un demi-dieu. Je pense qu'ici, à cause de la lumière, à cause bien sûr, de la mer, on peut être 1 heure par jour un demi-dieu, une demi-déesse. Il y a très peu de villes où ça a lieu. Au début du XXe siècle, moi, le premier port du pays, idéalement situé au bord de la Méditerranée, je suis devenue l'épicentre d'une folle ambition. C'était un temps où la France se prenait pour un empire et rêvait de dominer le monde. L'ambition coloniale française, née au siècle précédent, avait poussé ses gouvernements successifs à conquérir par la force d'immenses territoires. Et depuis, c'est de mon port que l'on se rend à Dakar comme à Libreville, en Afrique occidentale. En Algérie, à Madagascar dans l'océan Indien, et jusqu'à Saïgon, en Indochine française. Un âge d'or pour les messageries maritimes et la Compagnie Générale Transatlantique, ces sociétés qui lancent leurs géants des mers sur tous les océans. C'est de mon port qu'embarqueront aussi, à partir de 1908, des militaires chargés de faire régner l'ordre sur ces territoires, où il faut faire taire par les armes le moindre embryon de résistance à la présence française. C'est de mon port, enfin, que l'on exporte vers le monde entier les produits de l'industrie marseillaise, puis que l'on ramène les matières premières récoltées dans les colonies. Phosphate du Maroc, blé algérien, arachide d'Afrique, canne à sucre des Antilles.
Cette activité portuaire incessante et mon développement industriel nécessitent le recours à une main-d'œuvre innombrable. Une main-d'œuvre arrivée notamment d'Italie, depuis les campagnes déshéritées du Piémont, de Ligurie et bientôt de Naples. Ils sont plus de 100 000 au début du siècle à être installés ici, payés à la journée comme dockers sur le port ou embauchés dans les usines, notamment celles qui fabriquent ces savons qui portent fièrement mon nom. Mes 4 grands-parents sont italiens, mais ils avaient des vies très compliquées. Mon grand-père me racontait son arrivée à Marseille aussi. Et sa première paire de chaussures qu'il a eue à 16 ans à Marseille, en fait, en Italie, il a jamais porté de chaussures. J'ai une grand-mère italienne qui était florentine, une immigration politique autour de 1900. Voilà, ce qu'on appelait des anarchistes italiens. On est des immigrés italiens. Apparemment, ils sont partis de la région de Naples pour aller vers les États-Unis. Le bateau a fait escale à Marseille. Il y a quelqu'un qui est rentré sur la bord qui a dit « Oh, ici, il y a du travail. » Ok, on descend là. Et du coup, on est là depuis quasiment 100 ans, en fait. Voilà des siècles que je suis une terre d'immigration. Mais au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui a bouleversé la géopolitique de tout le continent européen, je vais franchir une nouvelle étape et accueillir de plus en plus de réfugiés. En Arménie, nous avons une situation horrible, c'est-à-dire les Turcs harcèlent et l'Arménie ne peut pas se défendre. Le typhus s'installe, il n'y a plus de pain, il n'y a plus à manger, et ma mère se rappelait des morts dans les rues. Les Arméniens sont plusieurs dizaines de milliers à fuir le génocide que la Turquie a mis en œuvre à partir de 1915 et à débarquer ici, installés dans des camps de fortune à la périphérie de la ville. Souvent rejetés par mes responsables politiques qui n'hésitent pas à dénoncer ce qu'ils appellent l'invasion arménienne. Puis, ce seront les Juifs de Turquie ou les Russes blancs proches de l'ancien régime tsariste qui fuient la Russie soviétique. Et me voilà, moi, Marseille, devenue cette ville-monde où viennent se réfugier tous ceux qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Du côté de mon père, je suis de Istanbul, c'est-à-dire Constantinople. C'était la capitale des Juifs de Turquie. Et ma mère était originaire de Smyrne, c'est-à-dire c'est la Turquie centrale. C'est les Russes blancs, du côté de mon père. Mon grand-père était officier du Tsar, ma grand-mère a été aussi dans un bataillon féminin. Ils se sont rencontrés pendant la guerre civile. Je suis née dans ce récit-là, de la perte. Et de l'imaginaire, du coup. C'est le journaliste Albert Londres qui décrira le mieux l'incroyable atmosphère de ma cité. Quand chacun attendait désespérément de partir ou venait à peine d'arriver pour recommencer sa vie. Je ne connais pas le blason de Marseille, mais je sais de quoi il devrait se composer. D'une porte, une porte monumentale, où passeraient flux et reflux les 100 visages du vaste monde. J'ai planté mon poteau au milieu de ce tourbillon et j'ai pu entendre siffler toutes les sirènes du grand port. C'étaient les départs pour la Chine, les arrivées des Indes. C'étaient les émigrants de toutes les langues, hagards sous le soleil. Être Marseillais, c'est avoir été accueilli d'une certaine façon. Voilà. Et donc ça vous donne un sentiment d'appartenir à une humanité qui a débarqué. Donc être très sensible à tous ceux qui débarquent et qui débarqueront. Moi, je suis un pur Marseillais. C'est-à-dire que j'ai du sang napolitain, j'ai du sang catalan, j'ai du sang guyanais, j'ai du sang un peu pied noir,
Et j'ai même, mais je peux pas le dire, mais non, j'ai même, voilà, je peux pas dire que j'ai la famille parisienne. Non, je l'ai pas dit. Voilà, donc c'est ça en fait, c'est être d'ici, mais venir d'ailleurs, parce que la plupart des gens sont venus d'ailleurs. Et le journaliste Albert Londres, fasciné par cette tour de Babel que je suis en train de devenir, de raconter la Canebière, le cœur battant de la ville. La Canebière, c'est le rendez-vous de tous ceux qui se sont connus ailleurs qu'en France. Si vous avez un compte à régler avec quelqu'un qui, sur un point quelconque des océans, vous a vendu du mauvais poisson, venez vous asseoir sur la Canebière et attendez. Le misérable passera sûrement un jour. Ils y passent tous. C'est à croire que les voyageurs ont une religion secrète et que la Canebière est le lieu saint de cette religion. La Canebière est sans aucun doute aujourd'hui ma rue la plus célèbre. Mais quelle est sa véritable histoire ? À toutes les époques, ceux qui ont prétendu me contrôler ont cherché à me façonner. Mon histoire avec la France est donc aussi une histoire d'architecture, comme si on avait voulu me dompter à tout prix, à grands coups de transformation. C'est au roi Louis XIV que je dois mon cours Belzunce et le premier percement de la Canebière, comme je dois au règne de Napoléon III la plupart des monuments que l'on connaît aujourd'hui de moi. Moi, Massalia, fière cité grecque puis romaine, je suis devenue au XIIIe siècle Marsio la Provençale. Tous les comtes de Provence vont tenter, sans succès, de prendre le pouvoir ici. Et lorsque la Provence est finalement intégrée au royaume de France en 1481, il n'est pas question pour moi, Marsio la rebelle, de me soumettre à mes nouveaux souverains. Les rois de France vont ainsi devoir tolérer les libertés que je prends, jusqu'à ce que Louis XIV ne supporte plus que j'ose le défier de mon arrogance, avec mes privilèges et mon indépendance. En 1660, le jeune roi envoie 7000 soldats envahir la ville et saisir mes canons. Désormais, l'autorité royale s'exercera sur moi. Symbolisé par le magnifique hôtel de ville, de style italien, érigé au bord de ma calanque et dont la façade accueillera un buste du nouveau maître des lieux. Et pour bien signifier qu'il ne tolérera aucune résistance, le roi fait édifier 2 forts à l'entrée du port. Le fort Saint-Jean, adossé à l'ancienne tour provençale du roi René, mais surtout, sur la rive opposée, le fort Saint-Nicolas, dont les canons seront non seulement tournés vers la mer, mais aussi vers la ville et ses habitants, qui sont désormais directement menacés d'une répression royale en cas de soulèvement. Comme si de toute éternité, le pouvoir central de Paris devait se méfier de moi et de mes Marseillais si insolents. Marseille, c'est pas la France. Et ça fait plusieurs siècles qu'on le dit. Je pense qu'on se sent plus autre chose que français. Je pense qu'on se sent marseillais parce que c'est une identité qui suffit. Marseille, c'est une cité, c'est une ville-monde. On a le monde à portée de main, on a le monde à portée de bouche. Donc on n'a pas besoin de se sentir pris dans une identité plus globale. À défaut de pouvoir changer les esprits de mes habitants, Louis XIV va au moins tenter de me changer moi, Marseille. Et parce que l'époque est au baroque et à la théâtralisation des villes, je vais être profondément transformée. Louis XIV va doter la ville d'un plan d'urbanisme qui fait qu'en l'espace de 30 ans, la ville va avoir une superficie multipliée par 3, quasiment. On abat les anciens remparts antiques. On construit une nouvelle enceinte de 10 portes, avec la création d'une percée spectaculaire entre la nouvelle porte d'Aix au nord
et la nouvelle porte de Rome au sud. Et au cœur de cette avenue, un cours majestueux de 500 mètres de long, 40 mètres de large, avec des maisons en pierre de taille et des balcons en fer forgé. Le Grand Cours de Marseille, futur cours Belzunce, est alors considéré en 1687 comme l'un des plus beaux endroits d'Europe. Et entre ce cours et l'arsenal royal, les urbanistes percent une petite rue de 11 mètres de large, la rue Canebière, dont le nom viendrait du provençal canebé, qui signifie chanvre, cette plante utilisée dans le quartier pour fabriquer les cordages de mes navires. Moi, Marsillau, devenu brutalement Marseille par la volonté d'un roi, je peux désormais me consacrer au commerce avec l'Orient mystérieux et ses richesses que mes navires rapportent en France. Plus que jamais, je deviens la principale porte d'entrée du royaume, notamment pour tous ces produits alimentaires venus d'ailleurs. Marseille est une porte vers l'ailleurs, une porte vers l'Orient de presque toute éternité en fait. Elle s'est pensée comme ça, elle se vit comme ça encore aujourd'hui. Elle va être le point d'entrée en fait de la plupart des produits une bonne partie des produits qui vont bouleverser la culture culinaire française. Je pense notamment à la tomate, évidemment l'artichaut, l'aubergine également viendra par là, la courgette viendra par là. Enfin, les choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui sont d'abord passées en fait par ce port-là. Marseille fut longtemps la plaque tournante de l'orange en fait aussi, ou des dattes qu'on voit partout maintenant sur toutes les tables françaises. De ce rapport permanent constitué entre la terre et l'extérieur, entre l'ici et l'ailleurs, va naître finalement la cuisine française. Mais la mer apporte aussi, pour des ports comme le mien, son lot de dangers, souvent mortels. Lorsqu'en 1720, le grand Saint-Antoine, vaisseau venu d'Orient, débarque sa marchandise dans mon port, la peste va se répandre en quelques semaines dans toute la ville. La terrible maladie va faucher plus du tiers de mes 90 000 habitants. Des milliers de corps s'amoncellent dans mes rues comme le long de mon grand cours. Dans la panique, beaucoup tentent de fuir et vont répandre la peste dans l'arrière-pays provençal. Mais aucun malheur n'est jamais parvenu à m'abattre, moi, la cité millénaire. En ce XVIIIe siècle flamboyant, mon port va bientôt retrouver son activité. Et lorsque survient la Révolution française, mon nom va même être définitivement lié au destin de la France. Quel incroyable paradoxe de voir mes habitants, pourtant si rétifs à l'autorité centrale de Paris, populariser l'hymne révolutionnaire qui deviendra un jour celui du pays tout entier. Ce chant de guerre contre la Prusse, composé par Roger de Lille, devient pour tous les Français en août 1792 le chant des Marseillais, depuis qu'il a scandé le voyage de mes 500 volontaires du quartier Belzunce aux Champs-Élysées. La Marseillaise vient de naître, et moi, Marseille, j'entre fièrement dans le 19e siècle qui va profondément me transformer, bouleversant violemment ma géographie. Le siècle d'une incroyable révolution industrielle, grâce à laquelle mon port va définitivement être consacré comme le premier du pays. Et notamment grâce à son extension, devenue indispensable dès 1840, quand les bateaux à vapeur sont venus s'ajouter aux milliers de navires à voile qui, déjà, étouffaient ma calanque. Alors, on va créer un nouveau port à partir de la Joliette, en direction du nord et de l'Estaque. Pour moi, Marseille, c'est le port, en fait. Voilà. Mais c'est ce port-là, c'est-à-dire le port qui part de la Joliette, on va dire, du Vieux-Port même, et on part au nord de Marseille. Voilà. Et là, il y a 15 km d'infrastructures portuaires. Pour moi, Marseille, c'est le travail, l'industrie, la mer, l'agitation. Voilà, c'est la classe ouvrière. L'image de Marseille, effectivement, de gens qui font la sieste,
Voilà, il fait chaud, il fait trop chaud pour travailler. Un salon, je dirais, pour boire une pastille, à l'homme, une platane, me semblait mais tout à fait ridicule, quoi. J'étais même, au fond, très en colère et très énervé quand on disait ça. Ici, tout est en train de changer, jusqu'au nom de ma calanque originelle, qui devient désormais le vieux port, pour le distinguer du nouveau port industriel. Je suis en train d'être transfiguré, sous la direction de l'empereur Napoléon III, à qui est maintenant dédié l'Arc de Triomphe, édifié à la porte d'Aix quelques années auparavant. Pour Napoléon III, point de prestige sans spiritualité. Il faut donc que je redevienne la fervente catholique que j'ai toujours été depuis le Moyen-Âge. Alors, on va d'abord édifier une cathédrale que l'empereur voudrait une des plus grandes du pays, Sainte Marie Majeure, et dont Napoléon III pose en majesté la première pierre en 1852. Et l'on va ensuite imaginer un sanctuaire dédié à Notre-Dame de la Garde. Ce sera une grande basilique surmontée d'une Vierge à l'enfant de 10 mètres de haut. Une statue qui devient vite pour mes habitants leur bonne mère, celle qui les réchauffe de son regard protecteur. Notre-Dame de la Garde, c'est une image qui rassemble parce que moi je suis athée. Quand je vois Notre-Dame de la Garde, je me dis voilà, c'est Marseille, nous protège, et j'ai pas du tout un sentiment religieux, j'ai un sentiment je sais pas, de presque sacré. C'est ça qui est magnifique, c'est que on peut être juif, musulman, athée, bouddhiste. Donc on est Marseillais, la bonne mère, elle représentera toujours ces Marseillais-là. Et on pourrait insulter qui on veut et on ne touche pas la bonne mère parce que c'est la bonne mère. Les urbanistes de Napoléon III vont maintenant me transpercer du nord au sud pour créer de nouveaux boulevards. Et surtout une rue qu'ils voudraient impériale. Pour mettre en relation le port vieux qui est en train de devenir le vieux port et les nouveaux bassins qui prennent place à partir de l'anse de la Joliette, on va tailler dans le vif, on va tailler dans la ville, on va tailler dans le relief et on va créer une avenue, entre guillemets, à la parisienne, une avenue haussmannienne. Mais comment faire, alors que d'innombrables petites ruelles occupent la vieille ville, construite depuis le Moyen-Âge sur plusieurs buttes en hauteur? Eh bien, on va détruire plus de 900 maisons, plus de 60 rues, et percer une tranchée à travers la colline. On voit des collines littéralement fondre sous les aménagements. Il faut imaginer que la butte des Carmes va subir une diminution de 25 mètres de hauteur pour venir installer la rue de la République. Et on a encore aujourd'hui dans la ville de Marseille, en quelque sorte, des coupes stratigraphiques qui vous montrent la hauteur de la butte. La rue impériale, future rue de la République, est inaugurée par l'empereur en personne en 1864. C'est une véritable révolution géographique qui est à l'œuvre. Peu à peu, une frontière invisible va se dessiner dans la ville. Une frontière dont le tracé serait le vieux port et son prolongement, la nouvelle Canebière élargie, qui séparerait mon nord, ouvrier et populaire, de mon sud, plus bourgeois et commerçant. C'est notamment au sud que l'on trace la majestueuse promenade du Prado. À l'époque, ici, vous aviez des champs, vous aviez des fermes, vous aviez de l'élevage, vous aviez et la campagne un petit peu, quoi. Quand le Prado a été aménagé, il y avait déjà beaucoup de place, donc on a pu faire une voie centrale, des contre-allées, de larges trottoirs. Moi, le Prado, je dis toujours, ce sont les Champs-Élysées de Marseille. On construit aussi une corniche qui permettra de longer la mer pour s'enfoncer vers le sud et les Calanques. Une route, plus de 10 mètres au-dessus des rochers,
avec ses viaducs impressionnants comme celui du Vallon des Auphes. Et bientôt, en surplomb de cette corniche, de riches villas qui profiteront d'une vue époustouflante. Des villas perchées sur mes collines verdoyantes qui constitueront les élégants quartiers d'Andoum et du Roucas blanc. Napoléon III aime tant mon nouveau visage qu'il se fait même ériger un palais à la pointe du Pharaon avec l'aide de la municipalité. Un palais qu'il compte offrir à son épouse, l'impératrice Eugénie. Mais le couple impérial n'aura pas le temps d'en profiter. L'Empire étant balayé par la République en 1870. À la fin de ce 19e siècle qui m'aura façonné et fait entrer dans la modernité. Sa douceur nous enivre, nous fait vivre, nous attendrit. Les mots d'esprit, les blagues nous enchantent, même quand nous parlons, notre accent chante. Au soleil de Marseille, que merveille, tout vous sourit. Dans les années 1930, mon image va balancer dans le cœur des Français, entre une mauvaise réputation, née au XIXe siècle, et une identité provençale bien particulière, qui fascine et qui connaît alors son apogée. Le provençal, c'est parlé à Marseille pendant des siècles. On pense que jusqu'aux années 30, il y a des gens qui sont nés en ayant le provençal comme langue maternelle. Donc tout le monde est obligé de parler français, même dans les quartiers populaires. Sauf que la langue première, c'est le provençal. Donc on parle français, mais en ayant une influence provençale. Et c'est là que va naître le parler marseillais. Un accent et un langage bien spécifiques qui vont se diffuser à la fois dans des chansons et dans des films. Le parler marseillais, il s'est spectacularisé avec plusieurs choses. D'abord, les revues marseillaises. Et puis, par la suite, il va y avoir le cinéma de Pagnol, le cinéma parlant. Et Pagnol va faire jouer des acteurs locaux. Ces acteurs locaux vont garder leur accent. Et ça va être quelque chose d'énorme parce que ça va être une incarnation au sens propre du terme de l'accent. Et non, je n'ai pas vu l'Adolphi. Comment, vous n'avez pas vu? Non. Mais vous êtes pas allé à Paris, alors? Ah, j'en viens. De Paris? Et vous n'avez pas vu l'Andolphi? Et non. Alors il est mort. Oh, peu cher. Peu cher est un mot très important parce qu'il traduit une tendresse qu'on peut avoir en Provence, en fait. Peu cher, c'est pecaire ou pechaire, ça veut dire c'est le pêcheur. Non pas le pêcheur, le pescadou qui pêche, mais c'est le pêcheur, celui qui a commis un péché. Et quand on voit celui à qui il arrive des malheurs, en fait, on est apitoyé. Peu cher, c'est un mot de commisération. J'aime bien ce mot parce que c'est l'empathie, c'est je partage la misère de l'autre. Oh, peu cher, il s'est fait mal. Souvent, il est galvaudé. Les gens qui imitent Marseille disent oh, peu cher Marseille. Mais on dit jamais oh, peu cher Marseille. Non, on dit oh, peu cher vraiment, quoi. C'est sincère. Moi, j'en ai connu un comme ça, que son cerveau se ramollissait. Ça se fondait tout là-dedans. Et à la fin, quand il remuait la tête pour dire non, eh bien, on entendait flic-flac, flic-flac. Ça clapotait. Voilà un cas extrêmement curieux. Ah oui, ça c'est curieux, hein? Tu ne me crois pas? Oh que si, je te crois. Parce que moi, j'en ai connu un encore plus bizarre. Au lieu de se ramollir comme le tien, eh bien le mien, son cerveau se desséchait. Oh, par exemple. Et ce pauvre cerveau, petit à petit, est devenu comme un pois chiche. Et alors, quand il marchait dans la rue, ce petit cerveau lui sautait dans sa grande tête. Là. Ça sonnait comme un gros lot de bicyclette. Drôlin, drôlin, drôlin. La galéjade, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas une simple exagération. Parce que la galéjade, on croit que c'est les pêcheurs qui disent « moi j'ai pêché un poisson comme ça, moi comme ça, etc. » Bon, voilà. Effectivement, on aime bien exagérer, mais comme dans notre culture. La galéjade, qu'est-ce que c'est? C'est une blague, une histoire qu'on raconte à quelqu'un, en n'étant pas dupe du tout. On sait que ce qu'on raconte, c'est une couillonnade, d'accord? Et on raconte ça à quelqu'un en pensant que, normalement, il doit comprendre que c'est exagéré. Mais si la personne en face est assez couillonne pour vous croire, c'est lui qui est galégé, c'est lui qui est couillonné. Donc en fait, c'est une sorte de piège, une sorte de leurre. Oh, tais-toi, va, Fada. Tu vois bien que c'est incroyable, ton histoire. Ah, elle est certainement aussi vraie que la tienne. Honoré,
Si tu es un homme, dis-moi tout de suite et devant tout le monde que tu me prends pour un menteur. Mais naturellement que je te prends pour un menteur. Ouais, capitaine. Eh bien, Honoré, j'ai le regret de te dire que tu as absolument raison. À la tienne. Tiens, à la tienne. Dans ces années 30, mon cœur bouillonnant et populaire, là où s'invente cette nouvelle culture locale, c'est une rive du Vieux-Port, autour de la mairie et jusqu'au Panier, ce quartier antique, avec ses ruelles vétustes. C'est là que 60 000 Corses se sont installés en quelques années, fuyant la pauvreté de leur île. C'est là qu'ont aussi échoué les nombreux Juifs fuyant la Turquie après la Première Guerre mondiale. Mon grand-père, il était marchand de bois et de charbon. Et il était rue Bonnetterie. Moi, je suis né place Victor Gélu. La place Victor Gélu, pour le Marseillais, il sait que c'était la place centrale. Et devant la fenêtre, il y avait Victor Gélu qui me surveillait. C'était un quartier cosmopolite où les gens vivaient en harmonie et tout le monde gagnait sa vie et tout le monde mangeait. Il n'y avait pas d'antagonisme, aussi bien religieux que croyant que pas croyant. C'était le quartier populaire de Marseille. Le long des quais du Vieux-Port, c'est là enfin que vivent des dizaines de milliers d'Italiens, qui représentent alors presque un Marseillais sur 4. Mon grand-père napolitain avait une toute petite échoppe de barbier pour navigateur. Mon père est né ici, dans ce quartier, qui était une Little Italy. C'est en dessous du Panier, c'est le quartier de la mairie, voilà. Mais je n'arrive pas à dire un nom, mon père il dit toujours le quartier. L'italien a beaucoup influencé le Marseillais parce qu'ils vont parler leur langue dans les quartiers populaires, dans les usines, sur les chantiers, etc. Et des fois, les Marseillais parlent même cette langue-là sans savoir les origines des mots qu'ils emploient. Le why, c'est un mot fondamental à Marseille. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est un mot qui montre qu'il y a une migration. C'est un mot d'origine napolitaine. Il guaio, c'est le désordre, le bordel, etc. Et c'est un mot important parce qu'il y a le bon why et le mauvais why. Le bon why, c'est l'ambiance festive au stade Vélodrome, on met le why, dans un concert on met le why, on fait les fous, on fait les fadas, donc ça c'est le bon why. J'étais à une soirée, c'était le why. Mais c'est aussi le bordel. Oh, sur l'autoroute nord, c'est le why, on peut pas avancer. La politique à Marseille, c'est de longue le why. Mon père, c'est un jeune homme, un très beau jeune homme, dans l'entre-deux-guerres, mais c'est un rital quand même. Vous savez, en plus à Marseille, c'est toujours pareil. C'est la dernière couche qui en prend plein la poire. La seule chose qu'évoquait mon grand-père, c'était le racisme. Et comme du côté de mon père, ils sont très foncés de peau, du côté de ma mère, ils sont beaucoup plus clairs, du côté de mon père, ils sont très foncés. Eux ont énormément souffert du racisme et les récits s'étaient très concentrés autour de ce qu'ils subissaient. Un Italien, c'était un menteur, un hableur, un trousseur de jupons et un mec qui faisait rien. Et un gangster, quand même. C'est dans les rues labyrinthiques de ce quartier du Panier que les marins en escale aiment se perdre. Des hommes de passage, enivrés par les bars et les maisons de plaisir qui se sont multipliés derrière l'hôtel de ville. Dans ce quartier ici, il y avait des rues où il y avait que des putes. Hein. Lui, il habitait là. Il me disait toujours, moi, quand je rentrais le soir, je disais bonjour Madame Machine, bonjour Madame Machine. Bonjour. Il disait bonjour petit, comment ça va? T'as passé une bonne journée? T'as bien travaillé? Un port, c'est un environnement idéal pour organiser tous les trafics. Et la pauvreté est le terreau idéal pour mettre en place un système mafieux qui trouvera toujours de petites mains, prêtes à toutes les combines pour tenter de survivre.
C'est ce qu'ont bien compris deux jeunes Corses. Paul Carbone et François Spirito deviennent bientôt les parrains de la mafia marseillaise. Bar autour de l'Opéra, maison close dans le quartier du Panier. Les deux Corses ont le monopole de toutes les activités clandestines les plus lucratives. Et le système qu'ils mettent en place va d'autant plus se développer qu'ils obtiennent la complicité d'un adjoint au maire, député du Panier, originaire lui aussi d'un village corse. Simon Sabiani inaugure dans les années 30 cette maladie qui va me ronger, le clientélisme. Le clientélisme, c'est l'échange d'une protection ou d'un avantage contre un bulletin de vote. Vous savez ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, M. Sabiani, c'est entendu, oui? Entendu, mais écoutez, pour cette affaire, il faut revenir me voir. Bien, parce que je n'ai pas les éléments nécessaires en ce moment-ci. Bon, c'est entendu, alors je repasserai. Entendu. En échange du soutien de Carbone et Spirito, Sabiani va leur permettre de faire recruter leurs hommes en grand nombre au sein des services municipaux. Une mainmise de la mafia jusque dans les couloirs de l'hôtel de ville, qui va notamment être mise en lumière quand un drame vient me frapper et démontrer l'incurie de la ville. Un incendie qui s'était déclaré dans un grand magasin de la Canebière prit rapidement une énorme extension. En un quart d'heure, tout le magasin n'est plus qu'un immense brasier. Attisé par le Mistral, qui par malheur souffle en rafale, l'incendie contre lequel les moyens matériels de défense s'avèrent insuffisants gagne successivement les immeubles voisins. Lorsqu'un incendie se déclenche en 1938, dans l'immeuble des Galeries Lafayette sur la Canebière, les services municipaux sont incapables de lutter efficacement contre les flammes, par manque de moyens et surtout de personnel qualifié. 73 corps seront retrouvés dans les décombres. Le scandale émeut la France entière, au point que le gouvernement est obligé de prendre l'année suivante une mesure très rare. Il me met, moi, Marseille, sous tutelle de l'État, retirant leur pouvoir à des élus finalement incapables de gérer le budget d'une ville confrontée à tant de défis, et qui plus est, soupçonnée d'être corrompue par la mafia corse du Panier. Alors que mon folklore provençal venait de m'attirer toutes les sympathies, c'est finalement une légende noire qui est en train de l'emporter dans l'esprit des Français. Désormais, on ne me regardera plus de la même manière. Mais lorsque s'ouvre l'année 1940, je ne peux imaginer qu'en réalité, le pire est encore à venir. Des années bien sombres viennent de débuter, dont je vais ressortir défiguré. Car ils vont être nombreux à s'acharner sur mon sort, ces hommes qui vont une nouvelle fois avoir la prétention de me dominer. Le premier à tenter d'obtenir ma soumission dans ces années noires est le maréchal Pétain, qui en décembre 1940 termine sa première tournée dans la zone du pays dont il a désormais la charge. Depuis l'offensive allemande de mai 1940 et la déroute des armées françaises, la France a été coupée en deux par une ligne de démarcation. Au nord, la zone occupée par les Allemands. Au sud, la zone dite libre, dirigée par le vieux maréchal, qui a renversé la République pour imposer un État français dictatorial. Mes habitants, qui font un accueil triomphal à celui qui incarne à leurs yeux ce qu'il reste de pouvoir national, ne peuvent imaginer que le destin que le maréchal leur promet est en réalité une collaboration vertigineuse avec l'occupant nazi, incarné ici par l'ancien député du Panier, Simon Sabiani, qui rejoint les fascistes français du PPF de Jacques Doriot. Pire, Pétain et son régime de Vichy sont bientôt supplantés par les soldats allemands, qui se lancent à l'assaut de la zone libre le 11 novembre 1942,
en réaction au débarquement allié en Afrique du Nord. Quand les Allemands sont arrivés, sont rentrés dans Marseille et ils sont allés à la mairie pour prendre symboliquement les clés de la mairie, tous les Marseillais, qu'ils soient de n'importe quelle origine ou de n'importe quelle race, ont fermé les volets. Ça a été un choc pour tout le monde. Le premier objectif des nazis est de prendre possession de mon port. Et comme ils l'avaient fait à Paris, les soldats de la Wehrmacht n'hésitent pas à se filmer pour bien montrer que moi aussi, j'ai fini par leur appartenir. D'autant que pour les nazis, j'incarne ce cosmopolitisme qu'ils exècrent, cette décadence française qu'ils rêvent d'éradiquer. Heinrich Himmler, numéro 2 du Troisième Reich, dit de moi que je suis un nid de criminels, une porcherie qu'il faudrait nettoyer au plus vite. Les nazis n'attendent qu'un prétexte pour allumer un brasier qu'ils voudraient purificateur. Lorsque les résistants des FDP Moi, cachés dans le panier, attaquent des soldats allemands en janvier 1943, l'excuse est toute trouvée. Un engrenage infernal vient de se mettre en marche. Le vendredi 22 janvier 1943, 12 000 gendarmes et gardes mobiles français convergent vers Marseille pour une opération de police qui sera l'une des plus importantes de toute la guerre. Depuis la préfecture, c'est René Bousquet, le secrétaire général de la police de Vichy, qui négocie avec les nazis l'ampleur de la répression, comme la cible des rafles. Les étrangers, les souteneurs des prostituées, et les juifs, déjà visés à Paris et en zone libre dès 1942. Et comme au Veldiv, ces arrestations devront ici aussi être effectuées par la police française. Question de souveraineté. Alors, à la tombée de la nuit, les policiers vont rafler 1837 personnes dans les cinémas, les cafés et au domicile de familles juives qui viennent de débuter la fête du Shabbat. Ils recommenceront le lendemain, le 23 janvier, dans le quartier de l'Opéra. Là, on a raflé mon oncle, mes cousines 9 ans et 12 ans. Et le lendemain, à la première heure, c'était nous. Le 24 janvier à l'aube, les événements s'accélèrent. 1642 personnes, dont la moitié est de confession juive, sont livrées aux soldats allemands qui les entassent immédiatement dans des wagons à bestiaux pour les envoyer au camp de Drancy, antichambre d'une déportation fatale vers les camps d'extermination nazis. Ce même matin, policiers français et soldats allemands envahissent les quartiers du Vieux-Port, autour de la place Victor Gélu, de la rue Bonnetterie et de la rue de la Caisserie. C'était un matin, et on nous dit « Allez, allez, dépêchez-vous, descendez, descendez ». Nous, on ne comprenait pas, les petits. On s'est quand même habillés, on est descendus. Mon père a pris une petite valise comme ça. Il n'avait pas des malles de voyage. Je suis descendu, et c'est un garde mobile qui, avec un fusil, il me fait comme ça. Signe d'avancer. Moi, j'ai eu peur du fusil. Ma grand-mère, en 1943, qui vit avec sa famille, je ne me rappelle plus vraiment combien, mais je sais qu'ils étaient nombreux. Ils vivaient dans le quartier du Vieux-Port. Et donc, comme elle nous explique, avec beaucoup d'émotion, ils étaient tranquillement en train de dormir, c'était l'hiver, il faisait froid. Et à 5 h du matin, la lampe torche dans la tête. Allez, 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 tout le monde va très très vite, tout le monde descend. Elle parle beaucoup du froid de ce matin-là, parce qu'on imagine une petite fille, en fait,
robe de chambre en train de dormir et se retrouvant dans la rue en moins de 10 minutes. Quoi. On est arrivé sur le vieux port, où là, il y avait les trams, les fameux trams qui nous ont amenés à la Joliette. Les 15 000 personnes arrêtées montent dans les voitures de tramway, direction la gare d'Aringues. On s'est pointé là à la gare d'Aringues, où on a monté dans des wagons à bestiaux. Et là, on est les wagons à bestiaux, parce que mon père et ma mère, ils regardaient sans arrêt qu'ils ne nous perdent pas, parce qu'il y avait tellement de monde. Et on est arrivé à Fréjus. On a été dans des baraquements. Je pense, d'après l'histoire, j'ai compris qu'on est resté 3 jours, 2-3 jours, le temps qu'ils trient les bons, les mauvais, et les machins, à leur manière, hein, les bons, les mauvais. Dans un camp d'internement, à Fréjus, dans le Var, la police française contrôle les identités des 15 000 naufragés du Vieux-Port. Si plus de 14 000 sont finalement libérés au bout de quelques jours, 800 hommes sont gardés en détention, dont plus de 200 juifs. Comme Avram Adeva, 31 ans. Il est venu, il nous a embrassés, tout ça, il a pas lâché ma mère. Et je l'ai plus revu. On l'a plus revu. Non. Il savait même pas où il allait, ce qu'il allait faire, et ce qu'il allait devenir. Avram Adeva fera partie du 52e convoi de déportés français au départ de Drancy, le 23 mars 1943, à destination du camp d'extermination de Sobibor. Pour ses parents, Haïm et Rena Adeva, ce sera le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, par le 63e convoi de déportés. Comme pour ses nièces, Léa Souhami, 12 ans, et Marcel Souhami, 9 ans, raflés dans le quartier de l'Opéra et déportés par le 72e convoi. Tous seront exécutés à leur arrivée dans les camps. Si les habitants du Vieux-Port ont été pour la plupart libérés, ils ne reverront jamais leurs appartements. Car le plan des Allemands, avec la complicité de l'administration vichiste de la ville, est de détruire à jamais tout le quartier autour de l'hôtel de ville. Le 1er février 1943, les soldats du génie allemand installent des explosifs dans les ruelles et sur la place Victor Gélu. Bientôt, ils font sauter les immeubles, un à un. En 2 semaines, 1500 bâtiments, 50 rues, 14 hectares de superficie partent en poussière. La folie et la haine des hommes viennent de me laisser une cicatrice sur le corps et dans le cœur qui ne pourra jamais s'effacer. Après la Normandie le 6 juin, les troupes alliées débarquent en Provence le 15 août 1944. La bataille pour ma libération vient de débuter. Ce sont les troupes coloniales françaises, tabors marocains et tirailleurs algériens, qui se lancent les premiers à l'assaut et qui délivrent Notre-Dame de la Garde. Les Allemands se rendent le 28 août 1944. Moi, Marseille, je suis alors en partie détruite.
les Allemands ont fait s'effondrer un des pylônes du pont transbordeur et ils ont coulé des navires pour bloquer l'entrée de ma calanque. Dans mon port industriel, 200 bateaux ont été sabordés le long des 15 km de quais, désormais inutilisables. Et les bombardements alliés du 27 mai 1944, meurtriers et inefficaces, ont détruit des centaines d'immeubles et tué plus de 1800 personnes. Quant à la rive du Vieux-Port, autour de l'hôtel de ville, c'est comme un gruyère dont on aurait mangé le cœur. Dans ce paysage dévasté, il faut évacuer les millions de tonnes de gravats, dernière trace d'un monde englouti. Et lors d'une cérémonie, presque cathartique, enregistrée par les caméras des actualités cinématographiques, on détruit le dernier pylône de mon pont transbordeur. L'un de mes plus beaux symboles vient de disparaître définitivement. Quand on arrive et qu'on voit ça, on dirait que le Vieux-Port est nu, qu'on lui a enlevé les habits. On est bouche bée. Marseille est violée. On a un sol nu sur tout ce côté du port, là où était la ville historique. C'est quand même un traumatisme, c'est une blessure ouverte sous les yeux des Marseillais. L'urgence, c'est de reconstruire autour de l'hôtel de ville. Alors, le nouveau maire communiste, Jean Christoffel, donne symboliquement le coup de pioche qui doit lancer la première étape de ma renaissance. Mais comment construire de nouveaux immeubles sans défigurer cette rive antique et médiévale qui m'a vu naître? C'est le jeune architecte Fernand Pouillon qui va trouver la solution en imaginant un étonnant alignement de 4 bâtiments de 50 mètres d'un côté et de 97 mètres de l'autre qui entourent l'hôtel de ville. Pouillon sait bien qu'il doit essayer de rendre intemporel son geste architectural. D'où son choix de la pierre de taille du Gard pour habiller des façades qui deviennent ocre. Surtout, l'utilisation du béton armé en structure lui permet de produire des bâtiments aux façades épaisses et lourdes, inspirés de la Rome antique. Quand j'étais petite, on venait le dimanche se promener avec ma mère sur le quai du Vieux-Port, où il y avait des tas d'attractions. Il y avait des clowns, il y avait des gens qui faisaient des équilibres, enfin, il y avait des tas de choses. Ça n'existe plus maintenant. Et je regardais toujours ces immeubles, je disais toujours, un jour, j'habiterai là-dedans. La vie, elle est bien faite parce que j'habite dedans. Mais ce qui est encore mieux, c'est que j'habite dans la rue où mon père habitait quand il était petit. Moi, c'est quelque chose qui me rassérène parce que ça veut dire que ce n'est jamais fini, que les choses continuent toujours. En ce début des années 50, l'immense chantier de ma reconstruction permet de me soigner des ravages de la guerre. Et pour y parvenir, les Marseillais sont prêts à toutes les folies. Comme ce jour de 1954, quand sous le regard ébahi de mes habitants, on choisit de déplacer le plus ancien de mes bâtiments. L'hôtel de Cabre, qui date du XVIe siècle, avait été épargné par la folie destructrice des nazis, mais il se retrouvait mal situé sur les plans des nouveaux quartiers, imaginés derrière l'hôtel de ville. Alors, grâce à un incroyable système de vérins hydrauliques, c'est l'immeuble entier qui a été soulevé, déposé sur des rails et déplacé centimètre par centimètre pendant de longues heures. Une opération exceptionnelle qui vise à installer l'immeuble 15 mètres plus loin, tout en le faisant tourner de 90 degrés, afin de l'aligner sur la nouvelle Grand Rue,
et la nouvelle rue Bonneterie. C'est en 1952 qu'une autre incroyable innovation a déclenché de féroces oppositions, avant d'entrer dans l'histoire de l'architecture. C'est le ministre de la Reconstruction qui commande dès 1945 à l'architecte Le Corbusier un immeuble d'habitation expérimental. L'architecte rêve d'un habitat communautaire, fondé sur une nouvelle unité de mesure à échelle humaine qu'il a inventée. Un projet utopique qui veut rendre à l'homme des villes à la fois la nature et le soleil. Le Corbusier va se surpasser en inventant ce qu'il appelle un village vertical qui réunirait de bas en haut à la fois plus de 300 espaces d'habitation, mais aussi une école maternelle, des commerces et un hôtel-restaurant. Avec cette cité radieuse, paquebot de béton brut sur pilotis et son toit terrasse aux formes spectaculaires, Le Corbusier, en 1952, me fait basculer dans le futur. La cité radieuse, ça a été un ovni qui s'est posé dans la campagne marseillaise. Parce qu'il faut voir qu'à l'époque, le quartier où ça s'est implanté, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Et donc, quand tout à coup s'édifie un bâtiment comme on n'en a pas vu, pas étonnant que les Marseillais les qualifiaient de maison du fada. La presse des années 50 se fait l'écho de l'incompréhension et parfois de la violence de ceux qui sont choqués par cette révolution architecturale. Les Marseillais sont alors divisés. Monsieur, vous connaissez la maison du Fada à Marseille? Ah oui, je connais la maison de Corbusier. Pour vous, ce n'est pas un Fada? Ah non. C'est-à-dire, on appelle la maison du Fada parce qu'elle a été conçue pas comme les autres. Je suis pour le modernisme, mais je ne le conçois pas de cette manière. Je ne pourrais pas vivre là-dedans. Moi, je proteste parce que c'est pas vrai, il est très beau le Corbusier. Puis tous les enfants se rencontrent, tous les enfants se connaissent. Et on joue ensemble. C'est un petit peu comme un village aussi pour nous. On connaît presque tous les habitants, toutes les portes, on peut y aller. Ce sont les habitants de la cité radieuse qui feront adopter aux Marseillais l'étonnant bâtiment, considéré désormais comme un chef-d'œuvre entré au patrimoine mondial de l'humanité. Après ces années consacrées à ma reconstruction, c'est un grand tournant qui m'attend à l'orée des années 1960. En une décennie, mon économie, ma population et même ma géographie vont être bouleversées. Et je vais réussir à relever tous les défis que le sort semble s'acharner à m'envoyer. Mon port a toujours été mon poumon économique, le thermomètre de ma prospérité. Les échanges commerciaux au sein de l'empire colonial français continuent de porter alors mon développement, comme la création d'un port pétrolier à l'embouchure de l'étang de Berre. Transport de marchandises, réparation navale, les bassins du port de la Joliette ont retrouvé une activité intense. Le quartier-village de l'Estac devient mon cœur battant et ouvrier. Après l'Estac, on sort de Marseille, en fait, on quitte Marseille. C'est la limite extrême des quartiers nord. Et c'était un quartier qui était composé de gens qui travaillaient, tous travaillaient, quasiment pas de chômage à ce moment-là, et qui travaillaient sur les quais. Donc soit docker, ce qui était une des corporations, l'autre corporation, c'est la réparation navale. C'est des travailleurs français, des travailleurs arméniens, des travailleurs espagnols, des travailleurs italiens, des travailleurs maghrébins, voilà, qui travaillent tous au même endroit, qui rentrent le soir ensemble du boulot, voilà. Donc c'est des gens qui bossaient comme des fous. Enfin, c'est mon père, hein, donc ils travaillaient comme une dingue, jour et nuit. Effectivement, qu'il y avait des accidents du travail sans arrêt, parce que les quais, c'était tous les travailleurs des quais, c'était là où il y avait le plus d'accidents du travail en France à ce moment-là, hein, dans ces années-là. Ces hommes-là
étaient des hommes qui sont pas comme nous aujourd'hui, quoi. Hein, je veux dire, moi je l'ai vu rentrer avec une caisse à outils qui s'était ouverte, donc qui était tombée au fond de la cale où il travaillait. Donc il avait reçu un buret sur la tête, il avait le crâne fendu comme ça, et il rentrait du boulot avec le crâne fendu, avec juste un pansement comme ça, une espèce de truc. Donc il s'est enlevé ça, le sang coulait comme ça, bon, tu vois. Il se mettait de l'alcool comme ça, il s'est tiré les dents. C'était hallucinant, quoi. Pour un gamin, c'était des choses... Et puis il repartait au boulot l'après-midi. Hein. Dans ces années de relance économique, j'ai un besoin urgent de main-d'œuvre, entraînant de nouvelles vagues d'immigration. Le patronat marseillais, avec le soutien du gouvernement, fait notamment venir ici des milliers de travailleurs depuis l'Algérie française, toute proche. Ce que je sais, c'est que mon père est arrivé en 1947, qu'il habitait tout seul dans un baraquement, dans les quartiers nord. Comme les Italiens du début du siècle, les Algériens de l'après-guerre sont les plus pauvres et les plus précaires de mes travailleurs. Ils vont souvent s'installer dans des bidonvilles, qui se sont multipliés partout sur mon territoire. Les arrivées dans mon port vont tout à coup s'accélérer lorsque l'empire colonial va s'effondrer comme un château de cartes et que l'on viendra ici depuis la lointaine Indochine, la Tunisie ou le Maroc, désormais indépendants. Un flot ininterrompu qui devient soudainement un raz-de-marée en 1962. Marseille est la plaque tournante des ponts aériens et maritimes établis entre la métropole et les grandes villes d'outre-Méditerranée. D'où des Français de souche, des Israélites et des musulmans, femmes et enfants surtout, cherchent à fuir à la cadence de plusieurs milliers par jour. Presque sans bagages, 2 valises seulement par personne, souvent sans ressources et sans famille en France, des Français connaissent ainsi un nouvel exode devant la terreur qui règne en Algérie. Lorsqu'après 7 années de guerre meurtrière, les Algériens obtiennent enfin leur indépendance, plus de 800 000 rapatriés, français et algériens, vont alors débarquer ici en quelques semaines. Ma grand-mère est arrivée en 62 avec ses 3 enfants, dont ma mère qui avait 4 ans et demi. Et mon grand-père est arrivé quelques mois plus tard. Du côté de mon père, c'était à Oran, et du côté de ma mère, c'était à Alger. Ni le gouvernement, ni la municipalité n'avaient anticipé un tel déferlement. Les camps de transit sont débordés. Chaque soir, ma place de la Bourse a même des airs de Bab el-Oued, ce quartier européen d'Alger que les rapatriés voudraient reproduire chez moi, pour se donner l'illusion que leur vie d'avant n'a pas été totalement balayée. Ils ont quitté des souvenirs, ils ont quitté une enfance, ils ont quitté une jeunesse, ils ont quitté des entreprises, ils ont quitté un passé qu'ils ne peuvent plus retrouver. Mes grands-parents, non, ils sont assez pudiques sur la question. Donc c'est plutôt à l'adolescence que j'ai commencé à leur poser des questions, à chercher à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Plus de 100 000 d'entre eux me choisiront comme refuge, augmentant subitement ma population de plus de 15%. Quand ils arrivent essentiellement à Marseille, ils vont apporter des mots, notamment des mots arabes, qui vont passer dans le parler commun, mais aussi des mots italiens passés par leur moulinette, si vous voulez. On va trouver la shkumun. La shkumun, c'est scomunicare en italien, donc c'est l'excommunication, mais c'est la malchance. Il y a un mot aouf pour dire que c'est gratuit. Là, je suis rentré, c'est aouf, je n'ai pas payé, vous voyez. Aouf, c'est un mot qui est un acronyme latin, c'est-à-dire que c'est ad usum fabricae operis en latin, qui est passé en italien, aoufo, qui est passé dans le français d'Afrique du Nord, aouf, qui arrive ici pour dire c'est gratuit, c'est aouf, tu payes pas. Voilà. Et c'est un mot qui a circulé comme ça. Le mot tchatch. La tchatch, ça vient de l'espagnol ou du provençal, tchatcha, tchatcharear, tcharar, parler, bavarder. Hop, ça arrive à tchatch chez les pieds noirs. Ça arrive ici, nous sommes des tchatcheurs, nous tchatchons, nous faisons des tchatchades. On a réacclimaté le mot. Nous, enfants de pieds noirs, on n'est pas pieds noirs à proprement parler, puisqu'on n'est pas né en Algérie.
Mais par contre, on a hérité de tous ces codes culturels. Et autant pour nos parents et nos grands-parents, forcément, ça a été une déchirure. Autant pour nous, ça a été une richesse. Face à cette arrivée massive de pieds noirs, harkis et juifs d'Afrique du Nord, la municipalité, dirigée par le socialiste Gaston Defferre, est face à un défi logistique et humain sans précédent. Il faut impérativement accélérer le plan de construction lancé quelques années auparavant. En quelques mois, des immeubles s'élèvent dans la ville. On va édifier dans l'urgence de grands ensembles d'habitations, là où il y a d'immenses terrains disponibles, au nord de la ville. C'est ainsi que naissent dans ces années 60 et 70 ce que l'on appellera les quartiers nord. Un paradoxe de plus dans ma longue histoire, car ces nouvelles cités vont venir remplacer les bastides bourgeoises qui servaient de résidence secondaire aux plus riches de mes habitants durant les siècles précédents. On voit bien ici les cités. Alors ça aussi, souvent, les gens qui ne connaissent pas Marseille s'imaginent, quand on parle des quartiers nord notamment, des espèces de kilomètres de cités qui seraient très loin de la mer, au fin fond. Et donc, ils sont toujours un petit peu surpris que, non, c'est ça, les quartiers nord. Là, le paysage, il est très fidèle et représentatif de ce que sont ces quartiers, cet ancien terroir marseillais où au contraire il y avait des bastides, où les notables et la bourgeoisie s'installaient pour être un petit peu plus au frais, un peu plus en hauteur. Et là juste en face on a un très bon exemple qui est la cité de la Viste. On est sur le type de taille des cités qui est en fait l'emprise d'un grand domaine. Donc là c'était le domaine Timon David. Et puis, quand ils vendent, ça permet d'ériger un gros programme urbain. Et donc, c'est quasiment la première. La vie s'organise désormais au cœur de ces grands ensembles flambant neufs, avec des habitants venus de toute la Méditerranée qui s'enracinent dans la ville et font de moi, plus que jamais, une ville-monde, cosmopolite, où chacun s'invente une nouvelle destinée. En 1960, mes parents viennent habiter dans les premiers logements flambant neufs des quartiers nord de Marseille, à la cité Picon. Et me voilà, je nais en 1962 à Marseille, dans ces quartiers-là. Mon papa travaillait à l'usine de sucre de la cité Saint-Louis. Il y avait de grands bâtiments. À l'époque, il y avait 1100 salariés. Et donc, tous les papas travaillaient là-bas. En fait, je ne le savais pas, mais le quartier d'à côté, c'était plutôt des maçons. L'autre quartier, c'était plutôt des gens qui travaillaient dans les docks, sur le port. Voilà, mais nous, c'était le sucre. En plus, il faut imaginer quand même que ce qu'on appelle aujourd'hui cité dortoir, en 1960, c'était le Graal. Les gens étaient pauvres, il y avait beaucoup de bidonvilles, beaucoup de baraquements. Et donc, la construction de ces bâtiments, à l'époque, c'était magnifique. C'était les années bonheur, les 30 glorieuses. Dans ces années de plein emploi, mes cités HLM servent même d'exemple et la télévision vient réaliser les premiers reportages consacrés à la vie dans ces nouveaux grands ensembles. Comme Eliane Victor, qui installe ses caméras dans la cité Picon, à la Busserine. C'était une grande joie parce que ce jour-là, ma maman m'a mis une très jolie robe, comme si j'allais à une fête, un mariage. Et ensuite, on nous a rassemblés dans le lieu où nous faisions nos ateliers habituellement. Et là, nous avons parlé face caméra. En premier, elle avait une laisse. Elle tient le chien avec la laisse, elle voit un chien, elle prend bien dans ses bras, elle s'en va. Je raconte mon premier scénario, l'histoire d'un petit chat. Elle était ça, après, elle reste chez elle, elle le nourrit, le chien, parce qu'il était un peu maigre, il avait faim. C'était une chatte, elle fait beaucoup d'enfants. Oh là. Et après, ils sont tous morts. Le jour où le film est passé, il y avait comme un confinement dans la cité. Tout le monde est monté à la maison pour se mettre devant la télé. Il n'y avait que 2 chaînes ou 3 à l'époque. Et c'est la première fois
que l'on voyait à l'image, à la télévision française, des quartiers populaires. Vous avez des enfants, vous les prenez un par un. Ils n'ont rien de différent des autres. Ils sont tous prêts à recevoir. Je sais pas, c'est une pépinière d'intelligence, de compétences. Marie, la droguiste du quartier, lorsqu'elle intervient dans le film, elle dit « Mais vous voyez pas ces enfants, c'est une pépinière d'intelligence ». Ben, cette phrase, nous qui la recevons, il y a des gens qui parlent pour nous, elle rentre dans notre tête, elle rentre dans notre cœur, elle nous redonne confiance. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on est un enfant d'immigrés, un enfant issu d'un quartier populaire, on part avec un déficit d'estime de soi. Ma petite enfance, c'était à Plan de Cuques, c'était en bordure des quartiers noirs, en bordure du 13e, à côté de la Rose. Il y a les premiers HLM, les plus vieux HLM de Marseille qui sont là, mais qui finalement sont très paisibles. Et les gens, beaucoup de gens là-bas travaillaient soit dans les champs, soit sur le port. Ma famille travaillait sur le port, ma famille était docker. Tous les noms de ma classe, quasiment, il n'y avait que des noms italiens, napolitains, beaucoup. Et pour moi, tous les Français avaient ces noms-là. J'ai découvert a posteriori, en étant au collège, qu'en fait, les Français, on était issus de familles, vraiment de familles immigrées. J'ai eu des difficultés, par exemple, à la cantine. Je ne connaissais pas les plats français. J'ai jamais mangé de nourriture française. Donc, quand je suis arrivé à la cantine, qu'il y avait la béchamel, moi, je ne pouvais pas manger, c'était pas possible. Je suis née dans un quartier qui s'appelle le Racati. C'est un quartier qui est près de la gare Saint-Charles, où ont été construits, dans l'après-guerre, des appartements dits très modernes. La classe de Mademoiselle Rivière, c'était un absolu bonheur. Parce que j'étais assise entre Makarian et Melki, et moi Makeyev, et on se disait, on est les 3 K. Et en se disant ça, ce K qui était la lettre, qui n'était pas une lettre française, que vous avez un nom avec un K, ça ne marche pas en France. Ça vous désigne immédiatement ayant des origines étrangères. On savait très bien notre identité. 200 000 personnes sont venues s'installer ici entre 1950 et 1975. Ils sont presque 1 million de femmes et d'hommes à occuper alors mes collines. Il est temps pour ceux qui me dirigent de modifier à nouveau ma géographie, comme si chacun d'entre eux voulait laisser une trace de son passage sur mes terres. Cette fois, c'est le maire de Marseille depuis 1953, Gaston Defferre, qui a décidé de me transformer. Les grands travaux de ce maire, qui régnera ici plus de 30 années, sont placés sous le signe de la voiture toute puissante. Les autoroutes s'enfoncent jusqu'au centre-ville, surgissant au cœur de mes anciens quartiers. Les tramways sont supprimés pour laisser plus de place aux véhicules individuels. Un immense parking est même construit sur l'élégant cours d'Estienne-d'Orve, désormais défiguré. Et il y a surtout un incroyable tunnel qui passera sous mon vieux port afin de pouvoir me traverser de part en part sans difficulté. Gaston Defferre, dans sa volonté de me transformer durablement, ne rencontrera finalement qu'un seul obstacle, mais de taille. Mon histoire millénaire. Moi, Marseille, longtemps moquée comme une ville antique sans antiquité, je vois surgir tout à coup de terre mes racines grecques et romaines. Le chantier pharaonique du centre-bourse, près du Vieux-Port, doit être stoppé. Impossible d'ensevelir sous le béton les vestiges d'un si glorieux passé. Il y a là, à ce moment-là, un bras de fer
assez médiatisé, hein, puisque vous avez deux grandes personnalités du monde politique qui s'opposent. Vous avez André Malraux, qui vient de créer son ministère de la Culture, qui est le défenseur en quelque sorte du patrimoine et de la mémoire, qui s'oppose farouchement au maire de Marseille, qui lui est animé par un projet nouveau pour sa ville. Un compromis va être trouvé, bien entendu, c'est de dire on va intégrer ces vestiges à cet ensemble que l'on appellera le centre-bourse, c'est la désignation pour ce centre commercial, et il n'y aura pas seulement des vestiges archéologiques mis en valeur, il y aura aussi un endroit pour commenter ces vestiges et les relier à l'histoire de Marseille. Alors que je venais de renouer avec mes origines antiques et que j'avais dû faire face à la plus grande arrivée de réfugiés de mon histoire, je me croyais capable d'affronter toutes les tempêtes. Mais au tournant des années 70, je vais être frappée de plein fouet par une violente crise qui va me faire vaciller. Tout ce qui faisait ma force va subitement s'effondrer, et je vais même être rattrapée par cette mauvaise réputation dont je ne parviens pas à me défaire. C'est mon port qui va le premier connaître une profonde crise. La fin de l'empire colonial français entraîne une chute vertigineuse de l'activité du port de la Joliette. Surtout, alors que je comptais sur les installations pétrolières de la Véra et de Fos-sur-Mer, les chocs pétroliers successifs vont, à partir de 1973, mettre un violent coup de frein au mirage de ce grand complexe pétrochimique. Pire, les anciennes industries marseillaises, nées au début du siècle, vont bientôt s'éteindre. Ciment, sucre, savon, tabac n'ont plus de débouchés, ni dans les colonies, ni sur le marché français. Les usines ferment, les unes après les autres. Mais les dockers et les ouvriers, eux, restent et découvrent la précarité. Mes cités ouvrières des quartiers nord deviennent celles du chômage et de la survie. En quelques années, mon taux de chômage va tripler, passant de 7% à plus de 23% et atteindre même 50% dans certains quartiers. Tout à coup, je suis envahie par un marasme économique qui va me figer pour longtemps. Dans ces années douloureuses, comme dans toutes les périodes de pauvreté et de précarité que j'ai traversées, mon actualité est surtout scandée par les drames de plus en plus violents liés au grand banditisme et au trafic de drogue. Dans les quartiers populaires du Panier et de l'Opéra, les organisations mafieuses se succèdent et se ressemblent. Les Corses Carbone et Spirito, qui se sont perdus dans la collaboration pendant la guerre, ont notamment laissé la place à deux frères, eux aussi arrivés de Corse, Antoine et Barthélemy Guérini, qui ont la main sur la prostitution et les jeux d'argent. Des trafics qui vont prendre une ampleur inédite lorsque le parrain italien Lucky Luciano cherche à se fournir en héroïne pour le marché américain. Plusieurs familles de Marseille vont alors se lancer dans un incroyable commerce et former une organisation criminelle qui restera dans l'histoire sous le nom de French Connection. Moi, Marseille, je deviens alors le premier producteur mondial d'héroïne, plaque tournante d'un commerce qui utilise une matière première venue clandestinement d'Asie, le pavot, transformé ici dans des laboratoires clandestins, puis vendu aux États-Unis. Il faudra plus d'une dizaine d'années aux policiers américains et français pour démanteler une organisation devenue tentaculaire. C'est une véritable guerre qui est déclenchée entre la police et les trafiquants, mais aussi entre les mafieux eux-mêmes, au point que de nombreux règlements de compte viennent ensanglanter mon centre-ville, comme lors de la tuerie du bar du téléphone, où 10 personnes sont massacrées.
Une période meurtrière dont le point de non-retour est atteint lorsque le jeune juge Michel est assassiné dans la rue pour avoir osé s'attaquer au trafic de Jackie le Mat, Tani Zampa ou Francis le Belge. L'exécution du juge, au retentissement national, jette une lumière crue sur ma destinée. Moi, à Marseille, la ville gangrénée par la pègre est condamnée à faire la une des journaux, à la rubrique faits divers. Comme une malédiction qui ne cesserait jamais. J'ai un rapport assez conflictuel avec cette ville, dans le sens où je suis incapable de la quitter et en même temps où j'arrive plus à y vivre. J'ai été témoin d'une fusillade, voilà, par exemple. C'était un règlement de compte. Alors en fait, c'était un bar, enfin une brasserie du centre-ville, dans laquelle il y avait des joueurs de cartes. Il y a un des joueurs de cartes qu'on connaissait bien, puisque sa fille était serveuse dans le bar. Et deux types sont arrivés masqués à 12h50 sur la terrasse et ils lui ont mis 12 balles dans la tête, quoi. C'est une ville tout le temps violente. Quand on regarde ce paysage-là, ça fait mal aux yeux tellement c'est beau. Et en même temps, au milieu, il y a une misère qui fait mal aux yeux aussi. Dans ces années 70, meurtries par la crise économique, un nouveau fléau va s'abattre sur moi. Un poison dont j'étais jusque-là préservée. Le racisme. Un racisme notamment exacerbé par les rancœurs que la guerre d'Algérie a laissées dans le cœur de mes habitants. À Marseille, on a tout ce cocktail, les harkis, les pieds noirs, les descendants d'indigènes, anciennement indigènes, les anciens appelés, les anciens militaires. Il y a des fascistes aussi, l'OAS et tout, on en voit à Marseille. On en voit. Et on est encore dans cette rancune. On garde ces vieux préjugés de l'époque coloniale. C'était des préjugés racistes, les uns envers les autres. Et on a du mal à les dépasser. 2 minutes après l'explosion, notre équipe est déjà sur les lieux. Et voici ce qu'elle voit. En quelques secondes, le malheur et la mort se sont abattus sur un étroit couloir où une quarantaine de personnes attendaient. Un grave attentat endeuille le consulat d'Algérie en 1973. Une bombe fauche 4 personnes parmi les Marseillais qui venaient refaire leurs papiers d'identité. La même année, à la suite d'un fait divers dans un bus, 7 Algériens sont sauvagement assassinés en quelques jours dans différents quartiers de la ville, dont le jeune Ladj Younes, choisi au hasard dans la rue et abattu à bout portant, près de la cité où il habitait dans les quartiers nord. Des années plus tard, ce sera le jeune Laouri Ben Mohamed, abattu sans raison par un CRS en 1980. Puis des explosions en 1983, dans le quartier de la Cayolle, au sud de la ville. Une litanie macabre qui trouve son point d'orgue en 1995. Un drame va alors laisser une profonde blessure parmi tous mes habitants, et notamment ceux du quartier de la Savine, une cité des quartiers nord, animée par un collectif de musique, B-Vice. C'était un taiseux, Ibrahim Ali, hyper gentil. Jamais un mot plus haut que l'autre, en fait. On préparait un gros show au stadium de Viltrone. Au retour de cette répétition, le groupe rencontre en fait des colleurs d'affiches du Front National. Ils sont descendus de leur voiture, ils ont commencé à tirer. Un jeune Français d'origine comorienne tué hier soir à Marseille par des colleurs d'affiches du Front National qui ont été placés en garde à vue. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de bagarre, il n'y a rien eu. C'était des colleurs d'affiches du Front National qui étaient là. Il y a la colère. Qui ont canardé. Une colère terrible. On avait
tous envie de tout cramer, en fait. Je ne sais pas pourquoi. On n'a plus de raison à ce moment-là. On n'avait plus notre raison à ce moment-là de tout cramer, en fait, pour nous faire entendre notre douleur, en fait. Et entre-temps, il m'a fallu aller voir la famille, aller voir la mère Ibrahim et pour lui dire, ben écoute, j'ai rien à dire, en fait, en gros, quoi. J'avais rien à lui dire, mais je voulais juste la voir et lui témoigner de ma solidarité dans cette épreuve. C'était son fils unique. Elle me dit, au bout de 20 minutes, on va voir tes frères et essaie de les calmer. Il ne faut pas salir la mémoire d'Ibrahim. Il ne faut pas salir sa mémoire. Ne faites rien qui puisse salir la mémoire d'Ibrahim. Voilà. Et donc j'emmène ça sur mes épaules. Aller voir les autres qui sont excités comme pas possible, qui voulaient en découdre en fait. Et il a fallu négocier avec tout ce beau monde, jeune comme adulte. J'ai dû calmer des grands-pères, des pères de famille. Mais on a tenu bon, voilà. On a réussi à calmer tout le monde. La France entière est sous le choc. Le caractère raciste de cet assassinat jette une lumière crue sur les tensions qui persistent dans la ville. C'est très certainement la manifestation contre le racisme la plus importante qu'ait connue Marseille durant les 20 dernières années. Il est très difficile pour l'instant de chiffrer exactement le nombre des manifestants, puisqu'ils occupent pratiquement plus de la moitié de la Canebière de façon très dense. Ce jour-là, ouais, j'ai senti l'amour de Marseille, quoi. Que, quand même, on a perdu quelqu'un. Ouais, on a perdu Ibrahim, mais il y avait cette solidarité qui nous maintenait en vie, en fait. L'émotion des Marseillais et la mobilisation de ma jeunesse le long de la Canebière me donnent alors l'espoir de lendemain meilleur. Je suis peut-être en train de relever la tête. Car ces années 1990 vont voir les débuts de ma renaissance. Cette renaissance va trouver sa source dans des quartiers populaires du centre-ville, coincés entre la porte d'Aix et la Canebière, et que tous mes habitants appellent Belzins. Belzins, Noailles, ces quelques rues au nord de la Canebière accueillent depuis des décennies les immigrés venus d'Afrique du Nord dans des quartiers souvent délabrés et qui semblent abandonnés par mes responsables politiques. Moi, je viens du cœur du centre-ville. On appelle aussi l'hypercentre, c'est Noailles. Tout Marseille venait faire ses courses à Noailles. Ça, les gens, ils l'ont oublié. Maintenant, ça a une autre image, mais pendant longtemps, pour les Marseillais, Noailles, c'était le supermarché avant les supermarchés. C'est dans ce triangle d'or, le long des 500 boutiques de ce grand bazar à ciel ouvert, que je vais retrouver un dynamisme commercial sans précédent. Ils vont être 50 000 Algériens à débarquer pour quelques jours chaque week-end et jusqu'à 1 million chaque année, venus de tout le Maghreb et de toute l'Europe, générant plusieurs milliards de francs de chiffre d'affaires. Au grand désespoir d'esprits chagrins qui dénoncent une invasion étrangère sans voir que cette réussite économique m'est devenue indispensable. Je dis être une enfant de Noailles parce que c'est un quartier qui mérite qu'on s'y intéresse un peu plus, de sa diversité. Je pense qu'il est très rare. J'ai beaucoup voyagé et il me semble pas avoir vu un quartier qui rassemblait autant de communautés. Nous vivons tous ensemble et on se nourrit les uns les autres de nos manières d'être, de nos manières de vivre. Et c'est justement là, entre les bazars de Noailles et les cafés de Belzins, que ma jeunesse cosmopolite venue des quartiers nord choisit au même moment de s'inventer un nouvel avenir.
J'ai commencé à prendre des paroles de rappeurs américains et à les rapper. Pourquoi? Parce que dans la culture du rap, il y avait sur un vinyle la face chantée et de l'autre côté l'instrumental. Et avec l'instrumental, on pouvait s'approprier le morceau. Là, on a l'essence même de ce qu'est le rap. C'est qu'on peut s'approprier, on peut en faire immédiatement avec une platine. Hop, on peut faire des... Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les premiers concerts, avec des faces B de groupes américains, puis en faisant les paroles de groupes américains, petit à petit, à travers un peu de chambrage, un peu de texte où on se moquait des potes, eh ben on a compris que écrire en français, c'était possible. B-Boy Stance a été de nouveau en effet. Et pour ceux qui auraient oublié, qui ignorent quelle heure il est, incroyable Eric M va vous éclairer. Et c'est comme ça, you suck. Un avenir en musique, avec la naissance d'une contre-culture urbaine, faite de rage et de créativité, qui va propulser tout à coup Marseille au cœur de l'actualité. Mais cette fois, pour le meilleur. On cherchait un nom de groupe qui fédère un peu tout le monde. Et ce qui nous animait à cette époque-là, c'est le fait de crier à travers nos morceaux qu'on existait, qu'on n'était pas des chiffres, on n'était pas des numéros. Et en parcourant des bouquins, on a vu la marche pour les droits civiques et les pancartes « I am a man ». Et je ne sais plus lequel de nous a dit, mais si on prenait juste « I am », j'existe, je suis. Tout à coup, on me regarde différemment. Je ne suis plus Marseille la maudite, mais la planète Mars, nouvelle étoile de la musique qui éblouit le pays entier. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Marseille n'était pas une ville qu'on reconnaissait pour sa culture. C'est une ville reconnue pour sa violence, pour sa mauvaise image, son côté canaille. Et c'est pour ça qu'on s'est permis de dire, avec Ayam, on a mis Marseille sur la carte, parce que aux yeux des gens, Marseille, ce n'était rien d'autre que ce qu'on voyait des infos. Donc on a défendu notre ville en musique. Faites courir le prix, je dis que la musique de France. Les pionniers IAM ou Massilia Sound System seront bientôt suivis d'un grand nombre de groupes de rap. La Funky Family, les Psychiatres de la rime, avec le jeune soprano, et jusqu'à Jul, l'enfant de mes quartiers devenu un prodige de la musique aux multiples tubes. Lui qui est aujourd'hui l'un des artistes les plus populaires au sein de la jeunesse française. Vous avez juste à faire ça et vous allez voir, vous aurez la réponse. Jul, c'est un symbole ici, c'est un modèle de réussite pour tout jeune de quartier, pour tout jeune de Marseille en fait. Il est parti d'en bas et petit à petit il a monté et regardez où il en est aujourd'hui. Dans toutes les boîtes en Europe, en Espagne, c'est arrivé énormément. On nous dit, vous venez de où? Marseille. Oh, Marseille, Joul. C'est rentré dans le patrimoine de Marseille. Il y a la Bonne Mère, il y a la Bonne Mère, il y a le stade Vélodrome, il y a la Corniche, il y a les Calanques. Et aujourd'hui, il y a le Sinjoul. Jul réussira même l'exploit de rassembler l'ensemble des rappeurs marseillais sous une même bannière, très organisée. Une bannière qui reprend bien sûr les couleurs bleues et blancs de mon club de football. Car l'Olympique de Marseille ne peut être dissocié de ces années de renouveau, tant il a incarné l'espérance de toute une ville au moment même où elle en avait le plus besoin. J'ai grandi avec mon père qui me menait au stade dès l'âge de 5 ans. Donc j'ai grandi dans le stade Vélodrome avec les hauts, les bas, les rêves, les déceptions. On peut ne pas aimer le foot, on peut ne pas être à fond derrière l'OM, c'est pas grave. Mais ne pas comprendre en fait que l'OM c'est fondamental pour la ville, c'est rater un petit bout de ce qu'est cette ville, de ce que ce club, qui est plus qu'un club, apporte en fait à cette ville. C'est une grande famille. Tout Marseille, on est tous ensemble. L'OM, c'est Marseille. Vous voyez? Ça, c'est Marseille, c'est notre ville. Vous savez, je vais vous dire, c'est moi, je parle pour moi, c'est mon équipe nationale. Lorsque sous l'impulsion de son nouveau président, Bernard Tapie,
Mon équipe est la première du pays à remporter la Coupe d'Europe des clubs champions en 1993. Mes supporters, comme tous les Marseillais, sont à nouveau fiers de leur ville. Mes héros s'appellent Didier Deschamps ou Basile Boli. Et bientôt, c'est même un enfant de la Castellane, une de mes cités nord, qui va devenir le héros de la France entière. Avec Zinedine Zidane, c'est un petit Marseillais, devenu une légende du football, que l'on affiche fièrement le long de ma corniche. Alors, c'est un ballon au pied et des étoiles plein les yeux que mes habitants ont fêté les 2600 ans de ma fondation en 1999. Et me voilà, portée par ce souffle nouveau. Moi, la cité millénaire, qui fait mon entrée dans le 21e siècle, le corps couvert des stigmates d'un destin chaotique qui ne m'aura épargné aucune épreuve. C'est une nouvelle page de mon histoire qui est en train de s'écrire. Celle de la deuxième ville de France, devenue gigantesque, au point de pouvoir engloutir d'un seul geste à la fois Paris et Lyon. On ne cesse de me rénover, de me transformer, de me moderniser, comme dans un mouvement perpétuel. Au point d'être même devenue une destination culturelle prisée, depuis que mes musées, comme le Mucem, attirent des touristes du monde entier. Mais, comme dans une tragédie grecque dont je serai l'éternelle héroïne, je reste une terre meurtrie par la violence, avec la litanie des règlements de compte meurtriers dans certains quartiers. Et comme l'ont montré douloureusement l'effondrement de mes immeubles insalubres de la rue d'Aubagne, en plein cœur de Noailles, je suis encore fracturée par de profondes inégalités. Marseille, c'est vrai qu'il y a des paysages cartes postales. C'est vrai qu'il y a une grande mixité sociale et que c'est riche au niveau culturel. Mais j'ai l'impression que quand on dit Marseille, c'est une ville qui est dans son jus, c'est une ville qui n'est pas bourgeoise. En fait, concrètement, le jus, c'est la misère, quoi. Il y a trop de laissés pour compte. Malheureusement, j'aimerais vous dire autre chose. Il y a trop de laissés pour compte. Mais tel le phénix renaissant toujours de ses cendres, je reste fidèle à ma destinée. Celle d'une capitale de la Méditerranée, qui aura toujours le regard porté vers l'horizon. Une ville-monde, aux plus de 100 quartiers et aux 200 nationalités, qui font de moi, Marseille, une cité à nulle autre pareille. Quand on regarde une mosaïque, on la regarde de près, on approche sa tête, on ne voit que des carreaux de pierre de différentes couleurs. On recule, on fait une vingtaine de pas en arrière et se révèle à nos yeux ce que la mosaïque représente. Mais pour moi, c'est ça Marseille. Si on y regarde comme ça de trop près, on verra que des carreaux séparés de couleurs différentes. Quand on recule, on voit l'ensemble et l'ensemble est magnifique.